Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que peut-être vous avez entreaperçu dans les médias français, pour l'instant qui ne fait pas la une des journaux, mais qui, si jamais cette affaire venait à être plus accentuée, plus mise en avant, dans un intérêt certain, vous risqueriez éventuellement d'en entendre parler, mais on va dire, dans une certaine vision, dans un certain aspect, dans un emballage, on va dire, qui sera totalement différent de ce que peut-être la réalité sera. Je veux parler de ce que, depuis quelques semaines, on commence à entendre dans certains médias américains, c'est ce que l'on appelle déjà, peut-être à tort ou à raison, l'Obamagate. Alors qu'est-ce que l'Obamagate ? Pour bien comprendre la situation, je pense qu'il est nécessaire de refaire un petit retour en arrière en 2016, et je vais vous donner quelques petits éléments aussi d'information pour votre compréhension de ce qui sera l'avenir avec l'élection présidentielle des États-Unis au mois de novembre. Nous sommes en 2016, nous avons une échéance électorale qui est le renouvellement du président des États-Unis, qui est censé remplacer donc Barack Obama, qui, selon la Constitution américaine, ne peut pas faire plus de 2 mandats d'affilée. En concurrence, évidemment, en général, il existe un certain nombre de candidats avec différents partis, mais comme nous avons connu en France, qu'est-ce qui règne aux États-Unis? C'est le bipartisme, c'est-à-dire d'un côté les républicains, conservateurs, et les démocrates, progressistes. Est-ce que j'ai besoin de refaire un petit rappel de ce qui s'est passé chez les progressistes, démocrates? C'est évidemment Hillary Clinton qui était en tête de liste. On a fait des primaires parce que c'est le principe démocratique qu'on essaie de respecter. Il s'est trouvé qu'à un moment donné, chez les démocrates, ils se sont rendus compte de quelque chose qui ne collait pas avec Hillary Clinton, c'est qu'elle n'arrivait pas à fédérer suffisamment de monde autour d'elle, et que c'est finalement Bernie Sanders qui en tirait profit, tel point que, au bout d'un moment, Bernie Sanders, ils lui ont mis des bâtons dans les roues pour obliger Bernie Sanders à plus ou moins soutenir à terme Hillary Clinton, mais chez les démocrates, on s'est rendu compte qu'il y avait une fracture dans ce sens où, d'un côté, vous aviez vraiment les purs et durs qui soutenaient rubis sur l'ongle Hillary Clinton, et qui refusaient d'admettre ce que d'autres en face essayaient de leur faire comprendre, c'est que apparemment Hillary Clinton, beaucoup d'Américains supposés voter démocrate par tradition, eh bien ne veulent pas. Ils ne veulent pas d'Hillary Clinton. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs c'est Bernie Sanders qui à un moment donné a commencé un petit peu à grappiller du terrain sur l'électorat démocrate lors de la primaire. La suite on la connaît, c'est finalement Hillary Clinton qui a été élue pour être la candidate démocrate aux élections présidentielles. Du côté des républicains, alors là c'est assez intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on était parti sur un principe assez classique, c'est-à-dire un certain nombre de candidats, de têtes d'affiche des républicains qui se sont présentés pour la primaire, mais tout d'un coup est apparu un monsieur qui s'est prononcé pour concourir à l'élection présidentielle. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, vous avez parfaitement le droit de vous prononcer candidat à la présidentielle, à condition évidemment d'être représenté par un parti. Et comme c'est exactement la même chose en France, les États-Unis est un pays complètement verrouillé politiquement. C'est quand même s'il existe un certain nombre de partis politiques avec des idéologies un peu différentes, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de passer au moins par un des 2 partis principaux, majeurs, qui détiennent les leviers du système, que sont les démocrates ou les républicains. Alors après, dans chacun des partis, il y a différentes branches, mais ça je vais y revenir un petit peu plus loin. Et donc, Donald Trump se présente en tant que candidat pour être le concourable au présidentiel au nom des républicains. Évidemment, au début, tout le monde a rigolé, tout le monde a pris non, c'est pas au sérieux, etc. Et tout le monde, même certains experts, ont commencé à dire oui, de toute façon, c'est Donald Trump, voilà, c'est le personnage, ça fait partie de son caractère, de sa personnalité, toujours assez dans la provocation, etc. Très m'as-tu vu, etc.
Moi, à l'époque, j'étais pas aussi convaincu que ça. Pourquoi? Parce que je vis aux États-Unis depuis suffisamment longtemps pour m'apercevoir que c'est un pays complètement fracturé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'unité chez les Américains. Il y a vraiment une fracture très prononcée, qui m'autorise aujourd'hui à dire que les États-Unis d'Amérique, si jamais cette fracture ne se résorbe pas, si jamais les Américains au bout d'un moment ne se rendent pas compte qu'il faut qu'ils s'unissent tous pour faire changer les choses et pour, je dirais, remettre tout à plat sur le principe de la démocratie américaine et toutes les influences, toutes les corruptions, toutes les lobbying auxquels le pays malheureusement s'est laissé contaminer à tout bout de champ, c'est un pays qui, à mon avis, ne passera pas 100 ans en l'état. C'est-à-dire, à mon avis, il y a un moment donné où il y a certains États qui vont en avoir marre de payer la facture pour les autres et qui vont peut-être faire sécession. On a déjà eu, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler de certains, dans certains États, des groupes qui s'étaient formés pour militer pour quitter l'Union. L'Union, ce qu'on appelle l'Union aux États-Unis, c'est le sorte d'accord qui unifie l'ensemble des pays au sein de ce qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, puisque je rappelle c'est 50 pays, enfin 50 pays, 50 États plus précisément, 50 États qui sont fédérés mais qui gardent quand même une certaine autonomie, une certaine souveraineté dans certains domaines, que ce soit sur le domaine social, économique, industriel, etc. Parce que même si l'ensemble du pays correspond ou respecte à des lois fédérales, chaque État peut parfois déroger à certaines lois fédérales. Tout comme aussi au sein même des États, des comtés peuvent décider d'aller à l'encontre des lois de l'État ou d'une loi fédérale. Vous comprenez un peu le bordel que ça fait au bout d'un moment. Petite parenthèse, je vais juste vous donner un exemple qui est assez très symbolique de ce qui se passe aux États-Unis. Il faut savoir par exemple que ici, en Caroline du Nord, vous ne pouvez pas acheter d'alcool fort dans les supérets, dans les supermarchés, dans les magasins. Il faut, si vous voulez acheter de l'alcool fort, du style vodka, gin, etc., vous êtes obligé d'aller dans des magasins d'État, ce qu'on appelle les ABC, Alcohol Beverage, et le C, je ne sais plus ce que ça veut dire, parce que d'une part c'est une garantie pour l'État que la taxe qui est applicable pour l'alcool fort soit bien récoltée au bon endroit et au bon moment, et de ce fait c'est aussi un moyen de bien réguler, de faire respecter la réglementation que l'alcool est interdit au moins de 21 ans, parce que malheureusement dans certains États, parfois ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que ça limite les dégâts. Je pense que vous avez déjà vu dans des séries des jeunes qui utilisent des fausses cartes, pas des cartes d'identité, parce que les cartes d'identité, il n'y en a pas vraiment aux États-Unis. Ce qui fait foi de carte d'identité, c'est souvent le permis de conduire. Et comme vous savez qu'aux États-Unis, vous avez un permis de conduire à partir de 16 ans, eh bien, il y en a certains qui peuvent trafiquer des permis de conduire et passer pour des gens qui ont plus de 21 ans. Enfin, bon, ça c'est... Dans certains cas, c'est un petit peu une légende, mais ça se fait. Mais de toute façon, si des ados ont envie d'avoir de l'alcool, en général, c'est toujours un adulte de plus de 21 ans qui réussit à leur acheter de l'alcool. Bon, après, voilà, c'est une autre histoire. Donc je reviens un petit peu à cet exemple, sauf que, c'est là que vous voyez un petit peu la connerie, c'est que nous sommes frontaliers de la Caroline du Sud. Il suffit de faire 50 km, moins à peu près 40 ou 50 km, et on peut très bien acheter de l'alcool, beaucoup plus librement, et avec une taxe beaucoup moins chère. Et on peut revenir avec cet alcool, etc. Donc vous voyez, c'est d'un État à un autre, vous avez des règles différentes. Et ce qui fait que vous avez au sein même de la Caroline du Nord des comtés qui font un décret autorisant des commerces à vendre de l'alcool fort. Ils en ont parfaitement le droit. Voilà. C'est un petit exemple pour vous donner vraiment la complexité de la situation aux États-Unis en matière de réglementation. C'est-à-dire qu'il y a des fois, c'est complètement idiot. Et ça rajoute évidemment de la complexité en matière fédérale. C'est-à-dire que vous avez des lois fédérales qui sont applicables normalement à tous les États, mais chaque État n'applique pas forcément ces lois.
Un titre d'exemple, la fameuse loi, je ne sais pas si vous avez entendu, la reconnaissance des mariages gays à l'échelle fédérale. Tout le monde a dit ouais c'est génial, maintenant c'est bon, le mariage gay est reconnu. Ça veut dire pas forcément légal dans tous les États, mais au moins il est légal à l'échelle fédérale. Sauf que vous avez un couple d'homosexuels qui a quitté la Californie, où la Californie pratique le mariage homosexuel et reconnaît les statuts du mariage homosexuel. Ils sont allés, je crois, je ne sais plus dans quel état, je crois que ça doit être le Dakota, un truc comme ça. Et quand ils sont allés dans l'administration de l'endroit où ils ont décidé d'habiter pour se faire inscrire à l'état civil les a refusés en tant que couple marié. Parce que c'est un couple homosexuel. Et que l'état du Dakota, non seulement ne reconnaît pas le mariage homosexuel, mais en plus de ça, c'est un État très conservateur, donc alors là, c'est hors de question. Donc vous voyez, et ça a fait évidemment un scandale, il y a eu des recours, etc. Mais au final, je crois que la Cour suprême n'a pas pu statuer sur l'état du Dakota. C'est-à-dire qu'ils ont pu statuer éventuellement, je crois, sur le cas particulier de ce couple, mais n'ont pas pu imposer le principe sur l'état du Dakota du Sud. Voilà, donc ces deux petits exemples pour vous compreniez bien vraiment l'ambiguïté et la complexité ici aux États-Unis. Et donc, concernant, je reviens à la primaire de 2016 sur les Républicains, donc à partir du moment où vous avez l'envie de concourir à des élections, eh bien, vous avez tout un processus à faire de telle manière à ce que vous ayez des moyens financiers qui intéressent évidemment le Parti républicain et puissent vous reconnaître en tant que tel. Donc au début, le Parti républicain se sont dit pourquoi pas, etc. Sauf qu'avec le temps, il s'est trouvé que non seulement les sondages commençaient à être en faveur de Donald Trump, mais en plus de ça, en interne, il y a certaines enquêtes qui sont faites et qui ont démontré qu'il y avait quand même un gros paquet d'Américains qui étaient prêts à voter pour Donald Trump. La suite, on la connaît. Donald Trump a finalement monté en grade dans la primaire et a fini par la gagner. Il y a eu les élections, et puis les élections, vous savez ce que ça a donné. En sachant que les élections, évidemment, là encore, petit détail pour votre information, si vous ne le connaissez pas ou si vous ne savez pas, aux États-Unis, l'élection présidentielle américaine fonctionne totalement différemment de ce qu'on pratique en France. En France, les élections, c'est un vote à la proportionnelle. Au suffrage universel, pardon. Aux États-Unis, c'est totalement différent. Pourquoi? Tout simplement parce que les États-Unis, c'est quand même 378 millions d'habitants. Vous imaginez bien que si on fait une élection présidentielle, même si on fait une élection présidentielle à 2 tours, compter le vote de 378 millions d'habitants, c'est pas possible. Même si c'est pas 378 millions d'habitants qui votent. Alors, de souvenir, je crois que pour 2016, il y avait à peu près 180 millions je crois 180 millions d'inscrits. Alors je ne sais plus si c'est 180 millions d'inscrits ou 180 millions de suffrages exprimés. Non, je crois que c'est 180 millions d'inscrits. Alors vous allez me dire, oui, mais alors, entre 378 millions d'habitants et 180 millions d'inscrits, il y a quand même une grosse différence. Et vous regardez en France, c'est pareil. 68 millions d'habitants, regardez le nombre d'inscrits qu'il y a aux différentes élections, vous allez vous dire, mais où sont les autres? Alors on estime en moyenne qu'il y a à peu près 23-25% de la population qui n'est pas en droit ni en âge de voter. C'est par exemple les mineurs, c'est les personnes n'ayant pas ou ayant perdu leur droit de vote pour X raisons. Mais au niveau des chiffres, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a franchement un gros paquet de gens qui ne sont pas inscrits dans les listes. Alors après, pour des raisons diverses, je pense que certains d'entre vous ont été aussi sujets à ce genre de problème, c'est-à-dire que vous avez déménagé, puis vous avez oublié de vous inscrire sur les listes, donc du coup vous n'avez pas de carte, donc vous n'avez pas pu voter. Après, on ne va pas débattre sur les petites magouilles administratives, les manipulations de listes, etc., parce que ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, donc aux États-Unis, pour faire respecter ce principe qui est que c'est 50 États, mais chaque État est différent.
C'est-à-dire que la population de ces États est différente. Si on devait utiliser le principe du suffrage universel aux États-Unis, eh bien le problème c'est que ce seraient toujours les mêmes États qui décideraient du président de par le nombre de population. C'est-à-dire que vous avez des États qui sont bien plus peuplés que d'autres, donc les autres États, ils auront beau toujours voter même à 100% pour un candidat, si c'est l'autre candidat qui est préféré par les États les plus peuplés, plouf quoi. D'autant plus qu'en règle générale, si on devait voter en suffrage universel aux États-Unis, il faut savoir que les fortes concentrations urbaines, en règle générale, pas toutes, mais une grande partie, sont des foyers démocrates. C'est-à-dire toutes les villes comme New York, que ce soit New York, Washington, San Francisco, Miami, Los Angeles, San Francisco, toutes ces villes-là. En général, quand vous regardez les cartes au niveau des élections, ce sont souvent des foyers profondément ancrés dans des idéologies progressistes. Donc le principe aux États-Unis, c'est qu'on fonctionne sur un principe de grand électeur, c'est-à-dire que ce sont en fait des gens qui sont élus pour représenter au niveau des élections un candidat ou un autre, suivant ce que l'État, c'est-à-dire les Américains de l'État ont voté. Alors je crois qu'en 2016, il y en avait 538 et que pour être élu, un président doit au moins en avoir les 2/3 pour être élu. Bon, donc à partir de là, c'est évident que c'est pour cette raison qu'on a dans les soirées électorales souvent des États qui sont les plus importants. Alors vous avez évidemment la Floride, l'Ohio, la Californie, évidemment tous ces États qui sont très peuplés et qui du fait sont très peuplés ont le plus grand nombre d'électeurs. Et que le fait que si par exemple vous avez un parti, c'est-à-dire un candidat d'un parti qui possède déjà 25-26 États du Middle West, etc., l'autre candidat peut très bien gagner s'il remporte quasiment tous les États les plus peuplés. C'est-à-dire peut-être, je crois qu'il y a, allez, on va dire 7 ou 8 États sur les 50 qui ont une très forte concentration de population. Mais ça peut être suffisant pour remporter un nombre de grands électeurs importants. Finalement, en 2016, ce qui s'est passé, c'est que c'est Donald Trump qui a finalement remporté la timbale. Il a remporté l'intervalle, mais pour une bonne raison, et la raison, même encore aujourd'hui, elle est toujours ignorée, c'est que vous avez un grand nombre d'Américains qui ont compris, après 30 ou 40 ans d'alternance, comme en France, en France c'était pareil, un coup c'est la gauche, un coup c'est la droite, un coup c'est la gauche, un coup c'est la droite. Aux États-Unis c'était pareil, c'est un coup c'est les démocrates, un coup c'est les républicains, un coup c'est les démocrates, et parfois même deux, avec un double mandat, c'est-à-dire un mandat c'est 4 ans, donc 8 ans. C'était 8 ans de Bill Clinton, 8 ans de George Bush, 8 ans de Ronald Reagan, etc. Bon, il y a quelques exceptions, mais d'une manière générale, ça s'est passé toujours un petit peu comme ça. Oui, donc je disais que ça a fait émerger une évidence, c'est qu'il y a beaucoup d'Américains qui finalement, alors qui ont voté Trump, comme des Américains qui se sont abstenus. Et cette grosse proportion aujourd'hui, eh bien, elle va être décisive pour la prochaine élection aussi, parce qu'on ne sait pas comment la tendance a pu changer dans ce gros paquet d'électeurs. Et ce gros paquet d'électeurs, c'est quoi? C'est tout simplement ces électeurs qui ont compris que si vous mettez des démocrates ou des républicains politiciens au pouvoir, ça ne fera pas avancer le schmilblick. Donald Trump étant un milliardaire qui n'a jamais eu de carrière politique, qui n'a jamais été élu, qui n'a jamais eu de fonction officielle au sein de l'État fédéral ou même d'un État. Et donc, pour beaucoup d'Américains, c'était le candidat idéal. C'était un non-politicien. En plus, avec un esprit très conservateur, très patriotique, etc. Donc ça plaît énormément. Donc la suite, vous la connaissez. Donc Donald Trump a été élu, etc. Puis après, voilà, on connaît le processus. Sauf que, et là, donc j'en reviens au sujet de cette vidéo, avant même que Donald Trump ait été élu, vous avez certains responsables qui ont compris que Donald Trump avait ses chances d'être élu. Et donc, on a été très vite chercher des éléments, soit qui auraient pu servir à l'instant T, ou
pourrait être utilisé de façon plus tard pour essayer de dégager Donald Trump. Et c'est ce qui a donné le Russia-Gate. Le Russia-Gate, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité qu'il y ait eu interventionnisme, influence, voire collusion au sein de l'élection présidentielle américaine avec Donald Trump. Cette affaire, elle a traîné. Et elle a traîné quasiment pendant tout le mandat de Donald Trump finalement. Puisque l'année dernière, fin d'année, on a eu toute la foire sur la procédure d'empêchement, etc. Donc pendant presque 4 ans, on a eu cette affaire du Russia-Gate où ça a été des commissions sur commissions, sénatoriales, la Chambre des représentants, des enquêtes, des rapports, etc. Un des rapports les plus importants qui était le plus attendu, c'était le fameux rapport Mueller. Et ce fameux rapport Mueller, il a, de façon globale, dit il y a sans doute eu des influences, qu'il y a eu des collusions avec Donald Trump. On n'en a pas de preuves. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas générer, je dirais, une procédure officielle parce que tous les éléments que l'on a, ce ne sont que des éléments de conviction. C'est-à-dire que ce sont des témoignages. Toutes les autres preuves qui ont été trouvées à charge de Donald Trump sont peut-être utilisables, mais peuvent être très rapidement démontées par d'autres éléments, par d'autres arguments. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les enquêtes, il y a eu des approximations. C'est ce qui a valu d'ailleurs un certain nombre de personnalités qui étaient chargées de ces enquêtes, de ces études, etc., de se faire virer. Il y a eu des approximations, il y a eu des erreurs, il y a eu des oublis, il y a eu des omissions. C'est ce qui a d'ailleurs un petit peu énervé un certain nombre de responsables au niveau des commissions, parce qu'ils se sont dit c'est pas possible. On est dans une affaire sérieuse, comment est-ce que c'est possible d'avoir autant d'approximations et autant d'erreurs, autant d'oublis? Tout simplement parce que il est arrivé un moment où lorsque les enquêtes ont commencé à arriver, je dirais, à une certaine ligne rouge. La ligne rouge, c'est quoi? C'est tout simplement ce que le Pentagone et l'État profond américain a dit attention, stop. N'allez pas plus loin. Parce que si vous allez plus loin, vous risquez de mettre la lumière, vous risquez de mettre des projecteurs sur des procédés, sur des façons de faire, sur des stratégies que vous reprochez à la Russie d'avoir fait contre nous, mais que nous faisons tout autant avec d'autres pays, voire même avec la Russie. C'est-à-dire que le problème du Russia-Gate, c'est que vous avez des psychopathes progressistes, tellement dans la haine d'avoir perdu l'élection 2016, ont voulu foncer tête baissée pour absolument dégommer, éliminer Donald Trump par cette affaire. Et ils ne se sont même pas rendus compte que, à vouloir démontrer une collusion, des influences, ils risquaient de mettre aussi les projecteurs sur des méthodologies, sur des façons de faire que les États-Unis, et non des moindres, pratiquent depuis maintenant très très longtemps. Et au même titre que d'autres pays d'ailleurs. La France fait exactement la même chose en Afrique. La France-Afrique, c'est pas une légende. Voilà. Donc à partir du moment où chacun s'espionne, où chacun joue d'influence dans des échéances importantes, politiques, économiques, géostratégiques, géopolitiques, etc., il y a un moment donné où il faut garder beaucoup de choses sous le couvercle. Il ne faut pas ouvrir le couvercle. Or, l'affaire du Russia-Gate, à un moment donné, a risqué d'ouvrir ce couvercle. Ce que, évidemment, des organismes tels que la NSA, la CIA, le Pentagone, ne voulaient pas. Logique. Sinon, ça serait mettre en péril la sûreté nationale et ses structures. Et donc, voilà, l'affaire a traîné pendant presque tout le mandat de Donald Trump. Et là, j'en viens donc au sujet dont je parlais au début, qui est l'Obama Gates. Qu'est-ce que l'Obama Gates? Eh bien, lorsqu'il y a eu les premières enquêtes qui avaient été effectuées, il avait été établi que certaines informations avaient été obtenues, soi-disant, à l'époque c'était soi-disant, par des services officiels. À l'époque où c'était encore l'administration Obama qui était au pouvoir. Il y aurait eu même la possibilité qu'une fois élu, une fois qu'évidemment
Donald Trump a été élu, alors l'élection a lieu en novembre, mais la prise de pouvoir a lieu fin janvier, par tradition. Donc entre fin novembre et fin janvier, il a été suggéré que l'administration Obama a profité de cette période pour aller chercher des informations qui auraient pu servir à charge contre Donald Trump. Alors, il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous avez des candidats à la présidentielle, évidemment, il y a des procédures, il y a des protocoles pour vérifier la bonne moralité, la bonne intégrité de ces personnalités. Donc il y a évidemment des enquêtes qui sont effectuées. Des enquêtes, alors surtout sur économique, familiale, habitudes, mœurs, etc., etc. Alors même s'il y a des choses pas très claires, en général, voilà, ça fait partie du dossier, mais on vérifie l'intégrité, qu'il n'y a pas de collusion, qu'il n'y a pas de complicité, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Raison pour laquelle d'ailleurs Donald Trump a cédé les clés de sa société, de son empire financier à je ne sais plus qui, peut-être je crois à sa fille ou à des administrations, etc., pour que pendant la période de son mandat, il n'ait aucun lien, aucune prise de pouvoir, etc., sur son empire. En théorie, hein, évidemment. Et donc, ceci étant dit, le problème c'est que aujourd'hui, cette suggestion qui avait été soumise à l'époque est en train de remonter à la surface. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des enquêtes de fait, et ces enquêtes révèlent que là on n'est plus dans la suspicion ou de la possibilité, on est dans du factuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des preuves que l'administration Obama, a peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'on ne sait pas si c'est Obama qui en a donné l'ordre ou si c'est des prises de liberté au sein des services de l'administration d'Obama, pour espionner Trump et ses collaborateurs afin de collecter des informations, mais des informations qui finalement n'ont rien à voir avec ce que je dirais la procédure normale. Ce qui a fait qu'on a, pendant les enquêtes du Russiagate, trouvé des communications entre Trump ou des administrés de Trump avec des oligarques russes. Alors tout de suite évidemment, et ça y est, voilà, ça y est, on a la preuve, etc. Alors qu'en réalité, il n'y avait pas de preuve parce que c'était des liens de business, on va dire, mais qui n'ont absolument rien à voir avec des collusions ou des prises d'intérêt dans le cadre ou dans la possibilité que. Donc ça a pataugé dans la small pendant des mois et des mois là-dessus, sauf que là aujourd'hui, étant donné que Donald Trump, je dirais il y a encore peut-être 6 mois, on m'aurait posé la question, savoir est-ce que Donald Trump a des chances d'être réélu, je vous aurais dit sans problème oui. Oui, pourquoi ? Tout simplement parce que on a vu ce qu'a donné la primaire démocrate, 25 candidats, faut le faire. Mais à la limite, parmi ces candidats, il y avait des têtes fraîches. Des têtes fraîches, des têtes jeunes, avec des idées, avec des projets intéressants. Même si, là, on est un petit peu dans les choses un petit peu subjectives, parce que très souvent, la stratégie de communication revient toujours sur l'usage de la négation de Trump. Il faut absolument que Trump dégage à tout prix, et par n'importe quel prix surtout. Mais vous aviez quand même des têtes d'affiche qui étaient très intéressantes pour les démocrates. Je pense par exemple à Kamala ou Tulsi, qui étaient des jeunes femmes, des femmes affirmées. Je veux dire, Tulsi, je crois que c'est celle qui est une vétérante, etc. Donc je veux dire, en matière d'image, en matière de crédibilité, etc., c'était des candidates qui étaient à la limite, qui auraient pu redonner confiance à une grande partie de l'électorat démocrate. Mais non. Souvenez-vous, j'ai peut-être dit dans une vidéo, peut-être à 2 reprises, que pour moi, c'est Joe Biden qui sera le candidat démocrate, parce que Joe Biden, ça a été le vice-président d'Obama, donc on se sert de l'émotionnel et de la nostalgie Obama avec son ancien vice-président, et puis en plus de ça, c'est un des ténors, c'est un vieux de la vieille, qui a le mérite, s'il est nommé candidat pour le Parti démocrate, de récupérer le pactole. C'est-à-dire que lui détient la possibilité de recevoir énormément d'argent, énormément de soutien, énormément de chèques
de la part de tous les soutiens industriels, empires, milliardaires, de tout ce que vous voulez, etc. Voilà, c'est le candidat idéal pour les pépettes. Et en matière d'image aussi. Et puis aussi l'intérêt de Joe Biden, c'est que c'est quelqu'un qui est très malléable, c'est-à-dire que l'État profond, finalement, c'est lui qui aura le pouvoir et pas Joe Biden. C'est-à-dire que c'est un peu Bush, on va pas dire Bush Bush fils, hein, mais ouais, je pense qu'à mon avis, Joe Biden risque d'être un petit peu le Bush démocrate au pouvoir. Voilà, pour vous donner un peu d'ordre d'idée. C'est-à-dire que il y aura des gens qui seront placés dans son administration pour piloter finalement le pays, mais Biden ne sera qu'une marionnette, ne sera qu'un pantin de plus. Donc à partir de là, si vous voulez, si vous arrivez à un moment donné à ce stade et qu'en face vous avez un président qui garde encore une certaine notoriété, eh ben, il suffit d'une pandémie pour tout changer. C'est-à-dire que là aujourd'hui, si on me pose la question est-ce que Donald Trump a des chances d'être réélu, là je vous dirais non. Parce que sa gestion a été complètement calamiteuse, on l'a bien vu dans ses interventions, il y a des fois il était complètement dépassé, et ça il y a beaucoup d'Américains qui, même dans son électorat, qui se sont dit oh là, c'est pas bon, c'est pas bon. Bon. Donc, qu'est-ce qui arrive maintenant? Et bien maintenant, on a cette affaire de l'Obamagate, pardon, qui ressurgit. Et elle ressurgit évidemment au bon moment. Même si pour l'instant on est encore dans la période de pandémie, il faut trouver des solutions, il faut gérer les déconfinements, chaque État est confronté aujourd'hui, mais encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les grandes villes américaines qui sont essentiellement progressistes. C'est aujourd'hui ces mêmes villes où vous avez des manifestations parce que les gens veulent reprendre leur économie, etc. Et je vais revenir dans quelques instants pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne idéologiquement parlant au niveau des États-Unis. Donc cette affaire Obamagate, elle arrive à point nommé pour essayer de redorer le blason, on va dire, de Donald Trump. Pas sûr, parce que pour l'instant on essaie de mettre en place la stratégie pour faire émerger le scandale. Peut-être le faire émerger au mois de septembre, par exemple, hein, le faire exploser véritablement au mois de septembre pour essayer d'inverser la vapeur en matière de choix électoral. Sauf que je ne suis pas certain que c'est une stratégie qui fonctionne. Pourquoi? Parce que, et là j'en viens à ce que je vous avertissais tout à l'heure sur la constitution même idéologique au niveau des États-Unis, c'est que la population américaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, est extrêmement divisée, est extrêmement fracturée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au sein des États-Unis, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez dans les grandes villes, dans les grands centres urbains, des Américains majoritairement progressistes. Mais ça veut dire quoi, progressiste? Parce que ça, c'est pareil. Est-ce qu'il y a une définition unique? Non. Comme chez les républicains d'ailleurs. Pourquoi? Tout simplement parce que chez les progressistes, on estime qu'il y a une grosse majorité de progressistes qui eux aussi sont dans la désillusion. C'est-à-dire qu'ils ont beau voter pour Pierre, Paul, Jacques, ils se rendent compte que finalement c'est toujours les mêmes problèmes qui ressurgissent. Il faut savoir que par exemple, on considère que les Afro-Américains sont majoritairement progressistes. Et pourtant, au sein de l'électorat afro-américain, il y a beaucoup d'Afro-Américains qui ont voté Donald Trump. Pourquoi? Parce que ce sont des Afro-Américains qui font partie d'une classe sociale élevée. Et que la classe sociale élevée aux États-Unis, en règle générale, n'est pas très progressiste. Ils le sont peut-être sur certaines valeurs de mœurs, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez, comme je vais vous l'expliquer après pour les conservateurs, des gens qui n'ont absolument aucun problème contre l'homosexualité, contre les transgenres, contre l'immigration, qui n'ont absolument rien contre la religion, même, qui sont des athées pour la plupart. Donc eux font partie de la grosse proportion dans laquelle on trouve aussi bien des blancs caucasiens, des afro-américains, des hispaniques aussi, et qui font partie essentiellement, on va dire, de la classe moyenne, mais classe moyenne aisée,
c'est-à-dire ceux qui ont déjà des niveaux sociaux un peu plus élevés, qui ne sont pas cadres, mais voilà, qui ont encore un style de vie, on ne va pas dire confortable, mais où ils s'en sortent. Et puis, vous avez dans les progressistes ce qu'on appelle aussi les malades. C'est-à-dire là, c'est vraiment des fanatiques. C'est ceux qu'on voit d'ailleurs en général dans les manifestations qu'on voit à la télévision contre le racisme, etc. C'est ceux qui aujourd'hui sont en train de pourrir les universités. Yale, par exemple, ou Harvard. Aujourd'hui, ce sont des universités pourtant prestigieuses, mais qui aujourd'hui sont en train d'être pourries par ces idéologies progressistes fanatiques, à tel point que vous avez des éminents professeurs qui aujourd'hui sont en train de quitter ces établissements parce que ils ne peuvent plus rien dire. C'est-à-dire qu'on les oblige à adopter un discours policé pour ne pas faire de polémique, pour ne pas faire de réflexion, pour ne pas faire de la raison gardée, pour ne pas faire pour traiter des sujets de la façon dont on peut le faire en général dans les sujets de société, d'évolution des civilisations, etc. Il y a des sujets qui sont devenus tabous dans ces universités-là. Et vous avez des professeurs qui ont été montrés du doigt comme étant racistes, fascistes, etc. parce qu'ils amenaient des réflexions sur des sujets que aujourd'hui le politiquement correct américain n'autorise plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est tabou. Et vous avez des associations dans ces universités qui veillent au grain, exactement comme on a ailleurs en France d'ailleurs. En France, vous avez beaucoup d'associations, de syndicats étudiants, etc., mais qui sont tellement politisés qu'en réalité, ils font leurs lois sur les campus. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de penser autrement que la pensée unique. Bon, et bien aux États-Unis, malheureusement, c'est comme ça. Et vous avez ces gens-là, ces progressistes malades, psychopathes, qui sont parfois même plus haineux que ceux qu'ils montrent du doigt comme étant les haineux. Voilà, donc et pareil, c'est les mêmes en France, quasiment. À ceci près, ce qui était assez amusant, pour la petite anecdote, c'est qu'il y a eu des manifestations à Washington contre Trump lorsqu'il a été élu, et je crois d'ailleurs le jour de sa prise de pouvoir, de sa nomination. Il y a eu des manifestations qui étaient organisées à Washington, et dans ces manifestations, la police américaine s'est rendue compte. Alors ils existent aux États-Unis, mais ils se sont retrouvés en face d'un nouveau style de Black Bloc. Les fameux Black Blocs, vous connaissez, c'est militants extrême gauche. Sauf que ceux-là, c'est pas les Black Blocs habituels. C'est-à-dire que ceux-là se sont retrouvés être des Black Blocs beaucoup plus violents, les mêmes qu'on a en France, par exemple, qui pètent tout, qui cassent tout, qui n'hésitent pas à taper aussi sur des gens gratuitement. Et la police était un petit peu décontenue parce que jusqu'à présent, ils n'étaient pas confrontés à ce type de comportement. Ils étaient confrontés à des comportements de quelques individus, de quelques énergumènes, etc. Mais en général, vous aviez toute la logistique derrière. Et je peux vous dire que les Américains, quand il y a des manifestations, si jamais vous pétez plus que votre cul, vous avez 20 flics qui vous tombent dessus et vous êtes exfiltré et terminé. Donc là, il y a eu un changement finalement de pragmatisme qui a inquiété un peu les autorités américaines parce qu'ils se sont dit si jamais on se récolte les mêmes qu'ils ont actuellement en Europe. Il faut savoir par exemple qu'ils ont eu une très mauvaise expérience il y a quelques années avec une manifestation anti-mondialiste lors d'un forum, je ne me souviens plus quel type de forum c'était. C'était à Seattle, et ça a été relativement violent, très très violent, bien plus violent que ce que en général on peut voir ici aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, quand vous manifestez, c'est 1 déclaré, 2 cadré, officialisé par soit des groupes ou des associations, et vous avez un créneau horaire qui vous est autorisé, et la seule chose que vous avez le droit de faire, c'est avoir une pancarte sur laquelle il n'y a pas de discrimination ni de mots vulgaires ou tout quoi que ce soit, et vous tournez en rond et vous manifestez. Limite même des fois dans certains États ou dans certains comtés, vous n'avez même pas le droit de proclamer des slogans. Vous avez juste le droit de tourner en rond avec votre pancarte pendant, voilà, de 4h à 6h par exemple. À 6h, tout le monde terminé, vous rangez et vous rentrez chez vous. C'est ça, manifester aux États-Unis, ça fonctionne comme ça. Même les grandes manifestations, en général, c'est très cadré. Moi j'en ai vu une fois à Charlotte. Si en France on manifestait comme ça, mais
l'esprit gaulois est définitivement éradiqué à ce niveau-là, hein, c'est clair. Donc voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il y a une grande fracture dans la population américaine, mais aussi des fractures au sein même des mêmes idéologies ou de ceux qui se prétendent être dans les mêmes idéologies. Côté républicain, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez une grande majeure partie des républicains qui sont plutôt des républicains conservateurs, mais pas trop, qui sont quand même ouverts au niveau des mœurs. Vous avez des républicains qui sont tout à fait ouverts à l'homosexualité, à l'immigration aussi, parce que l'immigration, c'est aussi un jeu stratégique, économique, non négligeable hein, pour certains conservateurs. Et puis après, vous avez les conservateurs un peu plus purs et durs, vous avez les conservateurs religieux par exemple, vous avez le Tea Party, hein, qui lui est vraiment le Tea Party, c'est un peu le Tea Party se situe entre les progressistes généraux et les extrêmes. Hein, et après, les extrêmes, oui, c'est les mouvances NRA, les mouvances Ku Klux Klan, les mouvances blanches souverainistes, les mouvances néo-nazis, etc. Bon, je vais vous dire tout de suite, hein, je vous rassure, quand vous avez peut-être vu les reportages sur les néo-nazis américains, les nationalistes américains, etc., ils ne représentent même pas 200 000 personnes aux États-Unis, hein, c'est rien. C'est vraiment rien. Mais comme vous savez, les médias aux États-Unis, ils ont une fâcheuse tendance à en faire des caisses, hein, en faire des tonnes. Hein. Ceux qui sont peut-être déjà venus aux États-Unis, autrement que New York, mais dans d'autres villes, etc., peut-être vous avez remarqué ça, hein, que les Américains, ils aiment bien faire de l'emballage. Hein, c'est même des fois des gens, pour vous dire qu'il a été acheté du pain, vous allez dire, tiens, tout à l'heure j'ai été acheter du pain, tu vois, regarde, il est bon. Eh ben non, l'Américain, lui, il va te raconter, il va faire tout un roman. Hein, il va dire, voilà, j'ai marché sur le trottoir, tiens, d'ailleurs, sur le trottoir, j'ai pu voir un ticket qui est de le gars, et puis tiens, j'ai croisé une personne, t'aurais vu comment il était, etc., machin, etc., et puis finalement, je suis rentré dans la boulangerie, et blablabla, blablabla. Voilà, ça, c'est les Américains. Ils adorent envenimer les choses, ils adorent romancer les choses, ils adorent en faire des tonnes de pas grand-chose, et ce qui explique parfois que ce qui est complètement... finalement très amusant et inquiétant à la fois, c'est que même les médias finalement jouent leur rôle. C'est-à-dire qu'on a pu voir des manifestations Black Matter, par exemple. Alors, c'était filmé de telle manière à ce qu'on croyait qu'il y avait beaucoup de manifestants, mais en réalité, ils étaient une vingtaine, à tout casser. Mais voilà, parce que des angles de caméra font qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens et que c'est une manifestation très importante. Alors qu'en réalité, non. C'est comme les troubles qu'il peut y avoir des fois dans certains endroits. Finalement, quand vous y êtes, en fait, vous voyez 3 pétards, et puis une dizaine de personnes courir un peu partout dans tous les sens, etc. Alors, par contre, vous avez une présence massive de policiers, donc c'est impressionnant, mais pour rien finalement, pour pas grand-chose. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, hein. Il y a des fois des situations où ça prend vraiment des proportions assez importantes, mais voilà, ça fait partie de la culture américaine, c'est toujours en faire des caisses. Alors vous imaginez bien que dans le cadre politique, évidemment les médias, c'est pas pour rien que ça s'appelle le 4e pouvoir. Hein. Voilà, les médias jouent leur rôle de manipulation, parce que là, en matière de manipulation, c'est vraiment de la manipulation. Même en France, hein, je pense que BFM, de toute façon, BFM TV, il faut savoir que BFM TV, c'est la prolongation de la méthodologie médiatique et journalistique américaine. Hein. Ça, c'est exactement le même modèle. Hein. Et donc les médias, oui, jouent aussi leur rôle. Sauf que le problème, c'est que ce qui a posé énormément de soucis à certains médias et Donald Trump, c'est que Donald Trump s'était fait élire en tant que républicain, mais n'était pas complètement républicain, il était même, je dirais même, détesté par un certain nombre de républicains. Il faut savoir qu'au sein du Parti républicain, Donald Trump est détesté. Il est détesté à un très haut point, parce que c'est Donald Trump. Hein, c'est ce personnage. Et donc, aujourd'hui, est-ce que les médias parlent de l'Obamagate? Oui, ils en parlent. Surtout les médias, évidemment, conservateurs. Les médias conservateurs, c'est CNN, c'est Fox News.
Et en face, vous avez, pour essayer de défendre le bout de gras d'Obama et de l'image d'Obama, l'image d'Obama reste toujours très sanctifiée hein, aux États-Unis. Vous avez ABC, CBS, SNBC, etc. Sauf qu'au final, qu'est-ce qui émerge aussi avec l'Obamacare, l'Obama Gates, je vais y arriver, quand l'affaire va éclater, ça va rajouter de l'huile sur le feu dans cette population extrêmement fracturée. Comme je l'avais expliqué une fois, il faut savoir que vous avez dans la population afro-américaine, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, vous avez la population afro-américaine, une petite partie, qui a eu de la réussite sociale, et qui donc sont des capitalistes, des ultralibéraux. Ce pas des gens qui vont voter Obama, ce pas des gens qui vont voter Joe Biden, c'est des gens qui vont voter Donald Trump. Pourtant, c'est des Afro-Américains. Les Afro-Américains, on leur colle l'étiquette des traits progressistes, mais en réalité, il n'y en a pas. Idem pour certains hispaniques. Les hispaniques qui ont réussi, les hispaniques qui ont gravi l'échelle sociale, c'est pas des gens qui votent progressistes. Ou alors ils votent progressistes parce que ça rentre dans leur idéologie et que ça ne nuit pas à leur sens des affaires. Mais en général, ceux qui dépendent voilà, du système, en général, votent plus républicain. Quand je dis sens des affaires, c'est en interne des États-Unis. Parce que vous avez, et là c'est très important, vous avez le sens des affaires, l'international. C'est-à-dire que là, c'est l'empirisme américain qui est à la fois chez les conservateurs, mais qui est aussi surtout chez les démocrates. Les démocrates, de toute façon, il faut bien le dire, les démocrates, c'est Wall Street. C'est-à-dire c'est l'infiltration de la finance internationale américaine à la Maison-Blanche. On l'a bien vu avec Obama, on l'a bien vu avec Bill Clinton. Je rappelle quand même que si aujourd'hui vous avez une crise financière qui a eu lieu en 2008, c'est en partie à cause de Bill Clinton, parce que Bill Clinton a signé une dérégulation qui a permis à des banques de faire de la banque de dépôt, les banques de dépôt de faire de banques d'investissement, des assurances de faire de la banque, etc. Alors qu'avant, chaque secteur d'activité avait ses activités propres, c'est-à-dire qu'une banque de dépôt faisait du dépôt, une banque d'investissement faisait de l'investissement. On ne joignait pas les deux. À partir de 1997, on a combiné les deux. C'est-à-dire qu'avant, vous pouviez déposer votre argent dans une banque de dépôt, votre argent était assuré. À partir de 1997, l'argent que vous déposiez sur votre banque restait sur votre compte en écriture virtuelle, mais l'argent, lui, est parti dans les poches de la banque qui a spéculé avec. D'accord ? Voilà, ça c'est pour le petit rappel. Donc, tout ça pour dire, résumé, que de toute façon, le problème de l'Obama Gate, c'est que ça va rajouter l'huile sur le feu dans cette perception qu'ont les Américains de plus en plus négative vis-à-vis du paysage politique. Et ça ne fera peut-être que confirmer ou affirmer les Américains de revoter pour Donald Trump, qui n'est ni un politique, ni un politicien, ni un idéologue. C'est un milliardaire, patriote, qui veut défendre les intérêts des États-Unis, qui veut jouer du conservatisme, qui veut faire revenir des intérêts aux États-Unis, qui est contre la mondialisation, contre les délocalisations, etc. Donc forcément, ça chante auprès d'une population américaine, même si depuis 4 ans, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un succès sur ce plan de politique. Parce que c'est un peu ça aussi le problème. Et même en France, hein, c'est que aujourd'hui, vous avez énormément de gens qui ne voient que ce qu'ils veulent voir. C'est-à-dire qu'ils ne voient que leur petit quotidien, leurs petits intérêts, leur petite vie. C'est-à-dire ce qui se passe autour, ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Sauf que ce qui se passe autour, c'est ce qui risque de leur arriver peut-être demain. Mais ça, voilà, après c'est une question de prise de conscience. Hein. Bon, ça aux États-Unis, c'est le problème. C'est quand vous avez aujourd'hui des Américains qui manifestent parce qu'ils veulent plus de confinement, parce que la nénette elle veut aller chez le coiffeur ou se faire les ongles, des trucs comme ça. Vous avez broyé, essayé d'aller la voir, dire est-ce que vous vous rendez compte que ça risque de repropager la maladie? Mais ils en ont rien à foutre. Ils vont même vous sortir de toute façon. La pandémie, c'est un complot. C'est un complot contre les libertés. C'est un complot contre l'Amérique. Vous savez, quand vous avez des Américains qui croient que la Terre est plate, pas chercher à comprendre où est le problème, hein, parfois. Et en France, malheureusement, c'est aussi le problème. Hein, commence à y avoir aussi ça, cette culture de vers le bas. Hein, Donc évidemment, même si un Obamagate venait à survenir aux États-Unis pour essayer de démonter les démocrates par
indirectement par Obama, en règle générale, il y a 80% des gens qui ne lisent pas les articles, hein, qui se contentent de ce qu'on dit à la télévision ou de ce qu'ils voient sur Internet. Tous les gens qui font des vidéos, etc. Vous prenez des fois les vidéos, vous les mettez les unes à côté des autres, vous allez vous rendre compte que vous avez des gens qui disent des choses totalement différentes, qui en sont convaincus, qui même des fois réussissent à trouver des preuves du factuel, mais ils réussissent parfois à détourner un petit peu le factuel, à leur opinion, à leur intérêt, etc., ou détournent un peu certains éléments pour arriver à la conclusion que, etc. Alors qu'en réalité, non, c'est plus complexe que ça, c'est plus détaillé que ça, et en général, le traitement des affaires médiatiques à ce niveau, on a bien vu ce que ça donnait avec le Russiagate. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont convaincus que Donald Trump a été en collusion avec les Russes, et vous avez beau leur mettre les papiers sous le nez en disant « mais regardez, officiellement, voilà, votre État fédéral, votre pays, avec sa constitution, etc., dit qu'il n'y a pas de preuves. Il n'y a que des convictions, il n'y a que des rumeurs, mais c'est tout. » Eh ben non, il y a des gens qui continuent à le croire, parce que ça les rassure. Ça les rassure, et ça rejoint parfaitement un autre problème de la culture américaine, c'est que les Américains ont horreur du hasard. Ils ont horreur de l'inconnu. Alors vous imaginez bien que mettre un bulletin dans l'urne pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, vous aurez beau dire, bah oui, mais regardez, chez les démocrates, vous aviez des candidats très intéressants, jeunes, dynamiques, avec des idées, etc., qui auraient pu même représenter une rupture avec la vieille Amérique et redonner un coup de jeune aux États-Unis. Ouais, mais je la connais pas, je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'elle veut, donc moi je préfère Biden, parce que Biden, je sais qu'il a été l'ex-vice-président d'Obama, et qu'Obama était génial. Voilà. C'est un peu le gros problème aux États-Unis, et de je dirais, de ce manque de curiosité, de ce manque, à un moment donné, d'essayer d'aller chercher, d'aller comprendre, d'aller découvrir des choses, etc., pour essayer de me comprendre les choses et peut-être réussir à parfois changer d'avis sur certaines choses. Et ben non, ça, c'est très très difficile d'essayer de faire changer les avis des Américains sur certaines choses, parce qu'ils sont tellement butés que vous savez que vous avez beaucoup d'Américains aujourd'hui, par exemple, qui honorent les héros, les vétérans, les héros. Oh, ces héros, ces militaires, oh, génial, ils ont défendu la liberté, etc. Ouais, sauf que quand vous discutez avec des vétérans qui ont été en Afghanistan et en Irak, moi, tous ceux que j'ai rencontrés, il n'y en a pas un qui est fier d'avoir été faire des guerres là-bas. Hein. Tous, sans exception, ils ont compris qu'on s'est foutu de leur gueule. Ils ont compris qu'on les a envoyés là-bas, pas pour la liberté, pas pour la démocratie. Hein. Sauf que, évidemment, ils étaient militaires, ils ont signé, donc ils suivaient les ordres. Mais il y en a beaucoup qui ont une dent contre le régime, même, je dirais le régime des États-Unis aujourd'hui. Et d'ailleurs, ceux-là, c'est souvent d'ailleurs ceux qui ont voté Trump. Hein. Mais ils n'ont pas voté Trump par idéologie. Ils n'ont pas voté Trump parce que c'est Donald Trump. Ils ont voté Trump parce qu'ils savent que Trump va foutre le bordel. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de donner un message. Si vous voulez, le problème aux États-Unis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris qu'il y a des Américains qui ont voté Trump, non pas pour Trump, mais pour donner un coup de poing aux institutions, pour faire comprendre qu'il y en a marre. Stop. Si vous voulez, c'est ce qui peut être, là je m'avance peut-être un peu, mais c'est que si en 2022, des Français disent, bon c'est bon, on va voter Marine Le Pen parce qu'on en a marre. Pas parce que c'est Marine Le Pen, pas parce que c'est le Rassemblement National, ils ne voteront même pas d'ailleurs parce que c'est... Mais voilà, il faut faire bouger les choses, il faut foutre un coup de poing dans le truc. Déjà, on va dire d'une certaine manière, Emmanuel Macron a déjà bien entamé le paysage politique français, puisqu'il a quand même réussi à se mettre dans une brèche d'un ras-le-bol des politiques, des discours, des hypocrisies, des traîtrises, à la fois de la gauche et de la droite traditionnelle. Si Macron a été élu, c'est à cause de ça. C'est à cause de ces gens
de droite et de gauche qui se sont foutus de la gueule des Français pendant 30 ans. S'il n'y aurait pas eu ça, Macron n'aurait jamais atteint le second tour. Mais donc aux États-Unis, si vous voulez, je dirais qu'à la limite, la France a une longueur d'avance sur les États-Unis, parce qu'aux États-Unis, le message n'a pas été encore bien compris par rapport à ça, par rapport au fait que Washington, c'est une pourriture vérolée qui ne va pas faire les choses pour protéger les intérêts des États-Unis, mais qui va détruire le pays, à coup sûr. Comme je disais tout à l'heure, ce pays ne tiendra pas 100 ans en l'état. Il finira par se scinder. Des États qui dégagent encore des richesses, qui vont en avoir marre de payer les factures pour les autres États qui font des conneries. Déjà aujourd'hui, il faut bien comprendre que la Californie, qui est un État très attractif, parce que voilà, très progressiste, c'est vrai que moi personnellement je suis allé à Los Angeles et j'ai trouvé que les Américains de Los Angeles, aussi bien les Hispaniques que les Blancs, même les Blacks, sont hyper sympas, hyper ouverts, ça reste des Américains, surtout en Californie, très sur les apparences, etc. Mais certainement beaucoup plus ouverts d'esprit que les Américains du Sud. Ça, alors là, même j'ai fait la comparaison avec des Américains de Détroit, donc du Michigan, oui, voilà, il n'y a pas photo. C'est très clair. Donc voilà, une longue vidéo finalement sur cette affaire de l'Obamagate qui peut éventuellement inverser la vapeur sur la population américaine lors de l'élection présidentielle au mois de novembre. À l'heure actuelle, Donald Trump n'est pas en très bonne posture, sauf qu'en face, comme je l'ai dit, on se retrouve exactement comme en 2016, c'est-à-dire qu'en face, il y avait une possibilité, il y avait une opportunité réelle de voir les démocrates revenir au pouvoir, sauf qu'encore une fois de plus, au sein de la DNC, au sein des démocrates, ils ont merdé, c'est-à-dire qu'ils ont misé sur un cheval qui est périmé. Et qu'une grande partie de l'électorat démocrate ne veulent pas. Je peux me permettre de vous dire que je suis persuadé qu'il y a au moins 60% de l'électorat démocrate qui ne veut pas de Joe Biden. Et que peut-être dans ces 60%, allez, on va dire peut-être la moitié, voire les 2/3, qui risquent de ne pas aller voter. Parce qu'ils en ont marre. Parce qu'ils en ont marre de se retrouver à devoir voter pour des gens qui ne veulent pas. Ça rejoint exactement ce qu'on a en France. Et donc c'est pour ça que si jamais l'Obamagate s'avère être une affaire véritablement et un scandale, avec des preuves, comme quoi Obama, ou directement ou indirectement, s'est servi de son administration pour donner ou aller chercher des informations à charge contre Trump, soit a posteriori ou a anteriori à l'élection présidentielle de 2016, ça risque encore de rajouter... Même ça, il y a encore des Américains qui vont voter démocrate aveuglément. Moi, en 2016, je me souviens très bien d'une amie, moi je ne peux pas voter aux États-Unis parce que je ne suis pas citoyen américain, mais elle était une militante, donc c'est-à-dire qu'elle a fait du calling, etc. Et elle disait qu'il faut voter Donald Trump, faut voter Hillary Clinton, il ne faut absolument pas que Donald Trump soit élu. Et moi j'ai eu le malheur, je dis attends, en dehors de Donald Trump, dis-moi, explique-moi, quel est l'avantage de voter Hillary Clinton? C'est quoi son programme? Qu'est-ce qu'elle propose? Et bien cette personne est incapable de m'expliquer ce qu'elle proposait. Parce que cette personne ne faisait reposer ses arguments que sur l'anti-Trumpisme. Anti-Trump, 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 Trump est ceci, Trump est cela, etc. Pour arriver au moment de dire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, tu laisses l'envisager la possibilité de voter pour Donald Trump si tu avais la possibilité de voter. J'ai dit, non, j'ai jamais dit ça. J'ai simplement, j'essaie de comprendre pourquoi tu milites pour quelqu'un, c'est pour des idées, pour un programme, pour un projet. Mais j'ai l'impression qu'en fait, toi, tu demandes aux gens de voter aveuglément pour Hillary Clinton parce qu'il ne faut pas que Donald Trump soit élu. C'est pas de la démocratie. C'est pas de la politique, ça.
Moi j'appelle ça presque de la dictature. Vous savez, ces fausses démocraties, comme vous avez par exemple au Kazakhstan, un truc comme ça, où il y a des processus démocratiques, etc., mais au final, on oblige plus ou moins les gens à voter pour les mêmes personnalités. Parce que les gens, parce que, les gens, on ne leur donne pas accès à des informations pour qu'ils puissent se faire leur propre opinion, parce qu'on considère qu'ils n'ont pas d'opinion à avoir, parce qu'on leur dit de voter pour telle personne. Point. C'est tout ce qu'on leur demande aux gens aujourd'hui. Et aux États-Unis, c'est ça. Aux États-Unis aujourd'hui, on essaie quand même de faire d'expliquer des choses, d'expliquer des programmes, d'expliquer des projets, mais en réalité ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. C'est pas développé. On me fait des débats d'idées, mais c'est pas des débats d'idées, ils se balancent de la merde à longueur de temps entre eux. Vous avez fait ci, ouais, mais regardez ça aujourd'hui, ça marche pas, c'est de la merde. Nous, si on avait été au pouvoir, on aurait fait ci, etc. Non, c'est pas dit. Nous, ce qu'on propose, voilà. Mais non, vous proposez rien. Vous faites que balancer de la merde, surtout avec Trump. Oui, mais Trump, il fait ceci. Trump, vous imaginez, regardez, Trump a fait ceci, etc. C'est inadmissible, etc. Il faut absolument arrêter ça. Etc. Trump, oui, ok, mais en dehors de Trump, qu'est-ce que tu proposes, toi? Eh bien, moi, je propose de permettre aux Américains de payer... il y avait même un candidat, tiens d'ailleurs, ça me rappelle ça, il y a un candidat dans l'élection démocrate, il y a même un candidat qui a osé dire qu'il offrirait 1 000 $ à tous les Américains s'il était élu. Vous vous rendez compte? Le mec, il l'achète, l'électorat. C'est-à-dire que le mec, on ne sait même pas ce qu'il propose, mais par contre, il offre 1 000 $ à tous les Américains s'il est élu. Ouais, ben voilà, c'est ça, hein, c'est la politique américaine. Donc à partir du moment où les gens, alors c'est pas tous les Américains, heureusement, je vous dis, il y a quand même une très très forte proportion d'Américains qui ne votent plus, qui s'abstiennent parce que, oui, ils se reconnaissent plus du tout dans cette politique américaine, ils se reconnaissent plus du tout dans ce bipartisme, dans ces guignols, ces marionnettes qui au final essaient, avec leur sourire ultra bright, leur petite phrase à 2 balles de séduire un électorat, alors qu'en réalité on sait pertinemment que ça fait depuis 40 ans, depuis l'époque, je dirais l'époque d'Eisenhower, peut-être même de Kennedy à la rigueur, mais à partir de la fin des années 60, début 70, de toute façon c'est Nixon avec la résignation ou l'annulation de l'accord Bretton Woods, c'est l'ouverture au libéralisme d'un certain nombre de secteurs, dont le secteur de la santé à l'époque, etc. C'est à partir de là que tout a commencé à merder dans ce pays, comme en Europe d'ailleurs. Donc voilà, est-ce que la vapeur va s'inverser avec une affaire qui va s'appeler l'Obamagate? Alors, je vous dis peut-être que cette affaire va finir par exploser, peut-être au mois de septembre, c'est-à-dire ils vont quand même essayer de donner une très courte distance de réaction avant l'élection de novembre. Le fait est, c'est que si cette affaire explose et si les faits, les enquêtes prouvent qu'il y a bien eu des décisions non pas prises dans le cadre d'une procédure de vérification, mais bien de récolte d'informations contre Donald Trump, ça va rajouter encore de l'huile sur le feu, sur le fait que les instruments de l'administration américaine, il y a de sérieux problèmes d'intégrité, il y a des sérieux problèmes d'éthique. Je vous rappelle que quand même l'affaire NSA, même s'ils ont réussi à tasser le sujet, il reste dans les mémoires. Snowden, il a quand même balancé du gros, pour bien se rendre compte que finalement, ce qui se fait aujourd'hui, on le fait même à visage découvert. Aujourd'hui, c'est normal. Vous rendez-vous compte, c'est la suprématie américaine sur l'ensemble du monde. Alors forcément, vous avez des pays qui disent « Ouais, mais nous, on n'est pas d'accord. » vous êtes les ennemis, alors, de l'Amérique. Vous êtes les ennemis de la liberté. Vous êtes les ennemis de la démocratie. Sous-signé Russie, Chine. Alors l'Inde, pas trop, parce qu'il y a quand même des intérêts, mais presque. Donc voilà, ça ne nous promet pas des jours très heureux sur le plan politique, et surtout en ce moment avec la pandémie qui va certainement changer pas mal de curseurs à l'échelle économique et sociale, même si je pense qu'encore une fois de plus, il y a peut-être beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. Mais ça, malheureusement, peut-être qu'ils l'apprendront, mais à leur dépens. Donc prudence et mère de sûreté, comme dirait l'autre, et d'ici là, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que le déconfinement se passe plutôt
plutôt bien pour vous, je l'espère. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez des compléments d'informations sur ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo qui est essentiellement sur un potentiel scandale qui risque de naître concernant une application d'Obama, mais je vous ai donné pas mal d'explications finalement sur un fonctionnement plutôt réaliste, sur des mentalités assez réalistes aux États-Unis, peut-être qui vont vous aider à comprendre un petit peu certaines choses en dehors de ce que vous voyez dans les films, parce que ça reste des films, hein, ça reste du cinéma. Et puis d'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Quoi de neuf.